Aujourd'hui, je vous invite à revenir sur le parcours et l'œuvre d'un savant français d'origine allemande, malheureusement mort trop tôt sur le front pour la France, Robert Hertz. Ce juif socialiste sociologue à lunettes, comme il se décrivait lui-même, a pourtant laissé un héritage majeur pour les anthropologues et les sociologues. Il a fait de l'enquête ethnographique un moteur de la méthode sociologique. Je vous propose de retracer le parcours riche et passionnant de cet anthropologue hors pair à travers un ouvrage publié à titre posthume par son ami Marcel Mauss en 1928, Sociologie religieuse et folklore. Il y présente ainsi des publications entre 1907 et 1917 dont les objets, les sujets, les problématiques et les terrains sont des plus diversifiés. Dans un second temps, nous nous attarderons sur une étude qui a une résonance toute particulière en cette époque que nous traversons, une contribution à une étude sur la représentation collective de la mort. Comment cet anthropologue est passé de jeune normalien à véritable homme de terrain? Robert Hertz est né le 22 juin 1881 à Saint-Cloud, au sein d'une famille fortunée. Il entrera à l'ENS, dont il sortira agrégé de philosophie en 1904. Hertz sera alors fidèle au programme durkheimien, selon lequel la religion fournit la matrice cognitive et morale à l'ensemble de la vie sociale, que ce soit dans les sociétés primitives ou dans nos sociétés modernes. La religion est ainsi la première institution qui précède et englobe toutes les autres. Au début du XXe siècle, un des épicentres de la recherche en anthropologie est le Royaume-Uni, avec le rameau d'or de Fraser ou encore les travaux de Taylor. Devenir anthropologue à l'époque de Robert Hertz ne signifie pas aller sur le terrain outre-mer ou en Indonésie ou en Malaisie, mais d'obtenir une bourse et d'avoir ainsi la chance et la possibilité de travailler sur des centaines et des centaines de textes d'archives coloniales au sein de la British Museum Library. Son épouse Alice nous décrira alors dans l'introduction de Mélange de sociologie religieuse et folklore à quel point Robert était imprégné de ses lectures. Cela ira jusqu'à apprendre la langue des Dayaks de Bornéo, sur lesquels il publiera la fameuse contribution à une étude de la représentation collective de la mort en 1907 dans l'année sociologique. La seconde étude de mélange de sociologie religieuse et folklore est la prééminence de la main droite. Dépassant largement la justification anatomo-physiologique, il expliquera qu'en réalité, c'est la représentation et les croyances religieuses qui justifient une telle prééminence. Cette défaillance de la main gauche, finalement, trouvera son explication dans la représentation duelle du monde. Gauche-droite, bas-haut, ouest-est. Tout cela, en fait, peut être également perçu sous le prisme religieux. Profane-sacré, impur ou pur. Et c'est cela même qui va expliquer les inégalités sociales. Cette perception religieuse et duelle du monde se verra en filigrane dans toute son œuvre. L'été 1912 est consacré à des vacances familiales dans le Val d'Aoste, plus précisément à Cogne. C'est alors que Robert Hertz produira un des travaux les plus importants lors d'une découverte méthodologique majeure. Lors d'une randonnée, il découvrira le rocher de Saint-Bès, sa fête et sa procession, ainsi que le partage du culte entre 5 villages rivaux. Attardons-nous brièvement sur ce travail fascinant sous plusieurs coutures. C'est désormais sur un autre genre de tribu qu'il va se concentrer, la tribu alpestre. De plus, il va expérimenter l'enquête de terrain et travailler ainsi en véritable ethnographe, en suivant fortuitement la procession, puis en interrogeant à dessein les habitants du village de Cogne. Il va également opérer un véritable travail historiographique, géographique et théologique, en proposant une approche globale et complexe de l'anthropologie. Son hagiographie de Saint-Bès, reprenant les diverses légendes qui entourent sa vie, de celle du saint guerrier à celle du saint berger, il va révéler à nouveau la dualité du monde, avec ses oppositions entre sacré et profane, pur et impur. Un des travaux les plus touchants de Robert Hertz, et qui est également la preuve de sa passion pour l'ethnographie et pour l'enquête de terrain, est son travail qu'il a fait directement dans les tranchées. Contes et dictons recueillis sur le front parmi les poilus de la Mayenne et d'ailleurs a été réalisé lors de la campagne de 1915. Alors qu'il était totalement coupé de ses interactions sociales ordinaires, le front et les tranchées sont le terrain idéal pour surmonter une distance qui le séparerait en temps normal de ses enquêtés. Son engagement corps et âme dans cette Première Guerre mondiale, mais aussi pour les sciences sociales, est décrit dans ses lettres à son épouse comme une union sacrée de la nation qui justifiera le sacrifice de sa vie. Robert Hertz trouvera ainsi la mort aux côtés de ses enquêtés mayennais
le 13 avril 1915, à Marchéville. C'est d'ailleurs aujourd'hui la mort qui nous occupe. Hertz, influencé par Amos, va proposer une anthropologie de la fonction symbolique de la mort et des rites funéraires. En travaillant sur les Dayaks de Bornéo, Robert Hertz nous permet d'entrer et de vivre avec ces peuples primitifs. Grâce à la cérémonie des doubles obsèques, il va nous permettre de comprendre les enjeux représentatifs de la mort. Lorsque quelqu'un meurt dans ces sociétés primitives, commence alors la période intermédiaire. Celle-ci va avoir des conséquences aussi bien pour le corps, pour l'âme, que pour les survivants aux défunts. Le corps tout d'abord. Celui-ci sera placé dans une sépulture intermédiaire. Cette période transitoire est de durée variable. Elle dépendra également du statut social du défunt. L'objectif de cette sépulture intermédiaire est toujours le même. Arriver à un état incorruptible du corps du cadavre. La putréfaction est également synonyme d'infection mortuaire, et celle-ci est menaçante pour les survivants. Pour éviter les mauvais esprits, ceux-ci doivent également accompagner le cadavre durant cette période transitoire. Ainsi, le cadavre est à la fois objet de crainte et de sollicitude. Le deuxième protagoniste de ces rites funéraires est l'âme. Elle aussi va opérer un séjour transitoire sur Terre. Cela aura lieu soit à proximité du cadavre, dans la forêt ou dans les lieux que le défunt aura fréquentés de son vivant. Ce séjour temporaire durera aussi longtemps que dure la décomposition du cadavre. Il s'achèvera avec la cérémonie finale, moment auquel l'âme pourra accéder au royaume des morts. On constate ainsi qu'il n'y a pas de rupture brutale entre l'état du corps du défunt et celui de son âme. Les survivants, enfin, sont le troisième sujet de ces rites funéraires. Ils vont faire l'objet d'une exclusion sociale obligatoire, car leur proximité avec le mort est menaçante pour la société. Ainsi, ils sont exclus de la communion des vivants, le temps de cette période temporaire. Il y a une solidarité étroite entre l'état des survivants et celui du défunt. Leur deuil, obligatoire, s'achèvera, lui aussi, avec la cérémonie finale. Ils seront ainsi libérés de leur exclusion et pourront réintégrer la société. Cette période intermédiaire implique donc que la mort ne constitue pas un acte instantané dans ces sociétés primitives. Bien au contraire, c'est une période qui dure dans le temps. Cela explique bien que la mort n'est pas une destruction, mais une transition. Robert Hertz le formule bien mieux que moi. À mesure qu'elle s'achève, la renaissance se prépare. Lorsque la cérémonie finale intervient, dont l'exemple par excellence est le tiwa, elle a à nouveau 3 objets. Elle donne la sépulture définitive au reste du défunt, qui bien souvent est commune avec ses ancêtres. Cette cérémonie correspond à des adieux formels et a ainsi des effets favorables pour tout le monde. Il s'agit alors de tuer le mort, le faire passer de son statut d'impureté funéraire à la pureté, condition nécessaire au repos de son âme. La cérémonie finale permet de mettre un terme à l'agitation de l'âme et l'introduit solennellement dans la société des morts. C'est justement la consolation du Dayak face à la mort, l'idée d'être réuni un jour à ses pairs, qui est réalisée grâce à la réunion des restes du cadavre et à l'accès au séjour collectif des morts dans un village céleste. L'âme ne jouira pas d'un repos éternel en fonction des croyances. Elle reviendra séjourner sur terre, au bout d'un temps déterminé. La mort n'est alors pas un événement singulier, c'est un épisode qui se répète indéfiniment et marque le passage d'une forme d'existence à une autre. Pour citer Robert Hertz, le rite fournit à la représentation un support matériel et l'imagination prolongée achève ce qui n'est qu'indiqué par le rite. Cette cérémonie entraîne également la libération des vivants en mettant fin à leur deuil, après qu'ils aient effectué un sacrifice qui les guérira de leur impureté d'endeuillés. Les rites qui introduisent le mort dans la compagnie des ancêtres sont donc les mêmes que ceux qui font entrer sa famille dans la compagnie des vivants. Robert Hertz propose une analyse sociologique de ces rites funéraires. Le groupe se diminuerait de lui-même s'il admettait que l'un des siens pût être retranché de manière définitive de sa communion. Pour lui, et cela apparaît très clairement lorsqu'on le lit, la mort dans les sociétés primitives n'est rien d'autre qu'un rite de passage, avec ses phases d'exclusion du monde des vivants, de marge temporaire et d'inclusion au monde des ancêtres. C'est une véritable initiation, à l'instar du mariage ou de la naissance. Ces étapes très marquées qui segmentent la vie des peuples primitifs, bien plus que chez nous modernes, suscitent l'angoisse de l'impureté, à laquelle viendra donc se substituer la joie d'accéder à un nouvel état de pureté.
Bien qu'aujourd'hui la pratique des doubles obsèques est largement reculée, que ce soit dans les sociétés primitives et évidemment dans notre société moderne, certaines croyances peuvent être retrouvées. Comme l'a également analysé Marcel Mauss pour les sociétés totémiques, Robert Hertz avance que la mort, dans ces religions primitives, n'a rien de naturel. Elle est l'action de forces magiques ou spirituelles. Cela s'explique, pour lui, de manière sociologique. Parce qu'elle se sent et se veut immortelle, la société ne peut croire normalement que ses membres soient destinés à mourir. Ainsi, quand un homme meurt, la société ne perd pas seulement une unité, elle est atteinte dans le principe même de sa vie et dans sa foi en elle-même. Dans notre société sécularisée, où la religion n'est plus une place centrale, du moins en apparence, on peut se demander quelle est l'application de cette analyse. À l'instar de Robert Hertz, qui comparait ces religions primitives avec l'Église catholique, nous nous permettrons pour conclure une analyse avec notre société actuelle et le temps que nous traversons de cette pandémie de coronavirus. Nous avons vu, depuis le début de la pandémie, les morts s'accumuler. Nous avons été privés des obsèques et des rites funéraires auxquels nous étions habitués. Cette privation nous empêche d'une part de faire le travail de désintégration et de synthèse nécessaire pour triompher de la mort. De plus, dans notre société, la santé est parfois érigée comme une valeur absolue. Il paraît donc absolument non naturel que des personnes disparaissent de manière incompréhensible par l'action d'un virus. Hertz affirme enfin: c'est l'action que la société exerce sur le corps qui confère une pleine réalité au drame qu'elle imagine au sujet de l'âme. Alors que nous avons repoussé les frontières de la vie, que la mort est de plus en plus lointaine, ce drame est d'autant plus grave aujourd'hui et ne peut qu'être des plus mal vécus. Hertz était déjà allé si loin, si en avance sur son temps, que tout ce qu'il a fait garde encore une fraîcheur, une originalité aussi grande qu'au premier jour. Il me semble aujourd'hui que les travaux de Robert Hertz méritent absolument d'être lus ou relus. Ils nous permettent ainsi de prendre un certain recul face à la période que nous traversons. J'espère que cette courte vidéo vous aura donné envie, comme moi, d'aller à la rencontre de ce grand anthropologue, qui, s'il en avait eu le temps, aurait fait partie des plus grandes figures des sciences sociales.